Bonjour, vidéo T005A sur Hasselblad versus Rolleiflex. Alors, pourquoi j'ai décidé de commencer la vidéo, enfin, pourquoi ces épisodes sur le 6.6 arrivent finalement très tôt dans la série des vidéos T, dans la playlist des vidéos T. Parce que il y a deux playlists actuellement sur ma chaîne. Il y en a une sur les cours et il y en a une sur présentation de matériel, mode d'emploi et conneries comme ça. Et donc une des possibilités qui peut intéresser les gens, c'est parce que les cours sont quasiment finis, hein, à part quelques cours de traitement d'image basiques ou des choses comme ça, il n'y a pas grand chose à dire, parce que de toute façon, pour la photo, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai dit au début de la série des cours, à la limite, on peut expliquer la photo, toute la photo, en disant que le gris est à 18%. Voilà, et en expliquant que le gris est à 18%, finalement, on comprend que tout se branche là-dessus, et voilà, après c'est juste une question de technique, pas de technique, de savoir comment ça fonctionne, ce que veulent dire les mots, pourquoi ça varie dans quel sens, et le but de l'appareil photo est de vous restituer un gris à 18%, voilà, qu'il soit numérique ou argentique. Et donc, souvent, là on est en 2019, et la vidéo est faite dans le contexte de 2019. 2019, les appareils d'entrée de gamme numérique font 24 millions de pixels. Quelque chose d'absolument impensable il y a 10 ans. Hein. 24 millions de pixels, c'était des appareils professionnels, et encore. Voilà. Donc, et si vous prenez à la photo, si vous mordez bien à la photo et que vous êtes très content de votre numérique et choses comme ça, vous allez peut-être à un moment donné, et que vous prenez à la photo numérique et que vous partagez vos photos sur les réseaux sociaux et autres possibilités, sur les forums, et vous allez être confronté un jour à des photos faites en argentique. Voilà. Et les photos faites en argentique peuvent vous plaire et peuvent vous donner envie d'en faire. Et pour quelqu'un qui est jeune, qui n'a jamais connu la photo argentique, ça peut paraître quelque chose de mystérieux, et ces vidéos de la série T vont avoir pour but de vous présenter du matériel, numérique ou argentique, mais essentiellement argentique, vous dire ce que j'en pense, et vous expliquer ce qu'il faut regarder pour les acheter, pourquoi je les ai achetés, pourquoi je ne les ai pas achetés, et choses comme ça. Toutes ces vidéos ne sont absolument pas sponsorisées. Si un jour j'ai une vidéo sponsorisée, ça sera marqué, bien sûr. Et donc du coup, quand on vient du numérique et que l'on va vers l'argentique, on va le faire, j'imagine qu'on va le faire par recherche de quelque chose de différent, sans pour autant tomber dans une galère. Voilà. Et puisqu'on va être dans un monde moderne, on peut envisager le fait que la première étape simple pour faire de l'argentique, ça va être d'utiliser un boîtier argentique, utiliser de la pellicule, développer la pellicule, et après revenir sur une chaîne graphique numérique en scannant ces négatifs, et pour pouvoir les diffuser comme on diffusait les photos numériques, c'est-à-dire via des forums, via Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, via
des impressions. Si vous faites des impressions, peut-être que vous faites déjà des livres photos, des choses comme ça. Je me suis aperçu que je disais toujours des choses comme ça. Voilà. J'essaye de combattre ce tic de langage. Donc, puisque je vous rappelle que le but, c'est de faire des images. Et une image, c'est quelque chose d'accroché au mur. C'est quelque chose qui est montré à des gens. Voilà, ou qu'on regarde soi, mais ce n'est pas un fichier, ce n'est pas négatif dans un classeur, ça c'est pas une image, ça c'est une étape intermédiaire. L'étape finale, le but c'est de faire des images, et donc de faire des choses visibles sur écran, visibles projetables en vidéoprojecteur, visibles sur un mur parce qu'on a fait un tirage papier, ou visibles dans un livre parce qu'on a fait un tirage livre photo. Voilà. Et donc, alors le 6.6, pourquoi pourquoi j'ai commencé par le 6.6 et pourquoi je vais en faire plusieurs encore. Pourquoi le 6.6? Alors, d'abord, c'est un format différent. C'est un format carré, où vous avez un appareil numérique qui vous fait du rectangle. Alors, bien sûr, on peut retailler un carré dans du rectangle. Voilà, on ne le fait jamais, mais bon. Là, vous avez un format carré, ça vous fait une vision différente. Vous avez un appareil qui a une visée différente, puisqu'elle a une visée par le haut. Hein, voilà, donc par le haut, parce qu'on peut avoir, bien sûr, comment ça s'appelle, un viseur prisme. Il y a des boîtiers qui ont des viseurs prisme, mais je vous ai dit, 6.6, que bon, la visée sur les viseurs prisme est quand même relativement lourde, encombrante, choses comme ça. Tel point, c'est que, bon, là, par rapport aux vidéos Hasselblad qui ont été tournées il y a un mois et Rolleiflex qui ont été tournées il y a 15 jours, j'ai même pas. Je suis passé 4 fois devant mes prismes, puis je me suis pas dit, si, tiens, je vais les emmener pour les montrer, parce que bon, c'est de la merde, quoi. Enfin bon, voilà. Donc vous avez une visée différente, vous visez votre sujet comme ça, vous avez une loupe pour regarder, tac tac, pouf, et si vous faites de la photo de rue, de la photo, ça a un capital sympathie assez intéressant. Les gens, quand vous les photographiez, ils vous font pas la gueule, ils ne se sentent pas agressés, plus que ça, et voilà. Donc le 6.6, par son format carré, par son système de réflexe, avec son viseur très simple, va vous donner un point de vue différent, et le format carré va vous permettre de cadrer des photos de manière différente. On n'aborde pas le sujet pareil en carré qu'en rectangulaire. C'est des modes de composition vraiment différents. Donc du coup, passer d'un numérique à un format carré argentique vous donne de la nouveauté, vous donne de nouvelles choses à faire, à explorer, à visualiser. Alors que si vous prenez un argentique rectangulaire, type 24-36, type 6.9, vous allez vous retrouver dans les mêmes proportions que le numérique que vous avez. Alors, le micro 4/3, lui, a une proportion différente du full frame, ou du 24-36, ou que de la PSC chez Nikon ou chez Canon. Il a une proportion différente. Un peu plus carré, c'est 4/3 au lieu d'être 2/3. Voilà. Donc les proportions sont différentes. Pour vous en convaincre, prenez une photo numérique et puis imprimez-la sur n'importe quelle imprimante, on s'en fout, et puis amusez-vous dans cette photo à la recadrer en format 4/3 ou en format carré. Et vous allez voir que ça va vous permettre, dans l'angle de champ de la photo que vous avez prise, d'éliminer des choses qui n'apportaient rien à la photo, ou de recentrer le sujet. Alors je vous conseille de faire ça pour le format carré. Par exemple, le format carré est quelque chose qui fonctionne très très bien sur les objets uniques. Bon, un portrait avec une seule personne, en format carré, ça passe bien. Une fleur unique, en format carré, ça passe bien. Un insecte unique, en format carré, ça passe bien. Donc,
un format, le 6.6 est un format carré différent du format rectangulaire qui peut vous intéresser. D'un point de vue pratique et pécunier, le négatif est facile à scanner avec des scanners à plat. Voilà. Donc le négatif 6.6 est suffisamment grand pour passer dans les scanners à plat type Epson. Alors si vous n'avez pas de scanner à plat, bah, tant mieux. Éventuellement, vous achèterez un scanner à plat capable de scanner des négatifs. Alors là, faut pas faire demi-mesure. Alors actuellement, il faut prendre le Epson V800, 850 ou 700, 750. Voilà. Donc un qui est capable de scanner plus que du format 6.6. Sinon, il y a des modèles inférieurs qui sont capables de scanner des formats uniquement de film 120. Donc ça va pouvoir faire une bande de film 120 facilement, mais le problème de l'argentique, c'est quand on met le doigt dedans, et si ça plaît, eh bien on peut être intéressé par d'autres formats. Et bien sûr, grosso modo, en argentique, on a quoi on a le film 135, qui est le film que l'on va retrouver dans le 24-36. On a le film 120, qu'on va retrouver dans tous les moyens formats du 4,5-6 au 6,24, 6 cm par 24 cm. Quand on dit 6 cm, c'est la largeur du film. En fait, les images font 56 mm par 56 mm pour du carré. Et donc, vous avez dans ces appareils panoramiques que 6 cm de haut et puis 24 cm de large, quoi. Ça fait des, j'en ai pas, ça fait des cadrages panoramiques intéressants. Et puis après, au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le plan film. Le plan film, il y a le 4.5 et ça va jusqu'au 8.10, facilement accessible. Après, il y a des gens qui ont des plans film du format du tableau. Voilà, du 50-60, ils ont des appareils photo où le film fait 50-60. Là, sincèrement, ça dépasse le cadre de ces cours, quoi. Voilà. C'est d'un intérêt moyen, et enfin je trouve personnellement que c'est d'un intérêt moyen, et le nombre de personnes qui pratiquent régulièrement ces formats-là en France, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi remplir un autobus. Voilà. Je pense pas. Je pense que dans une DS familiale, ça devrait tenir. Enfin, sauf les appareils, bien sûr. Donc voilà. Alors, donc le film 120 est relativement bon marché. Et puis il est facile à scanner avec un scanner qui est capable de scanner les négatifs. Donc le scanner à plat normal, il est fait pour scanner des documents opaques. Donc les scanners qui sont capables de scanner les photos, les négatifs, ont un dos plus épais avec une lampe qui se déplace en même temps que la barrette de CCD se déplace pour pouvoir éclairer au travers, et ainsi de suite. Voilà. Et donc il faut une machine qui offre la possibilité. Je vais dire une machine spéciale. Non, il faut un scanner qui offre la possibilité. Tous les scanners n'offrent pas la possibilité. En première approche, il y a des gens, qu'on voit ça sur les forums, ils n'ont pas de scanner, ils mettent le négatif contre la vitre, et puis ils font une photo du négatif avec leur smartphone, et puis, ou leur appareil photo numérique, et puis ils bidouillent avec le fichier pour obtenir une image. Voilà, il faut commencer étape par étape. On peut pas, même moi, on ne commence pas le premier jour à aller signer un chèque à je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'euros en disant voilà, t'es gentil Coco, tu m'installes ça dans la chambre du fond et je commence demain. Voilà, donc il faut y aller progressivement, et on peut y aller progressivement petit à petit en voyant si ça plaît ou ça plaît pas. Le film 120 et le 6.6 permet de faire 12 vues. Il y a le format 4,5-6 qui permet de faire, suivant les modèles, 15 ou 16 vues. Alors, donc du coup, le 6.6
permet 12 U, ce qui est quand même raisonnable par rapport au prix de revient par cliché. Voilà. Et par rapport à ce qu'on fait. Et donc on a des films courts, enfin on a des films suffisamment longs pour que le prix par revue ne soit pas exorbitant. On a des films suffisamment courts pour pouvoir finir son film à la fin de la journée et le développer le soir et voir tout de suite ce que ça donne, si vous faites du noir et blanc. Et alors on peut aussi développer chez soi la couleur. Mais bon, c'est un peu plus... c'est pas un peu plus contraignant, ça demande un peu plus de technicité. Voilà. Sachant que la facilité apparente du développement noir et blanc est à l'heure. Il faut respecter les températures comme en couleur, il faut respecter les temps de développement comme en couleur. Donc simplement, la température à respecter, c'est 20 degrés. Donc 20 degrés, finalement, en hiver, on met un peu d'eau chaude dans les bains, et puis en été, déjà en été, quand il fait 30, respecter le 20 degrés, normalement, il faudrait sortir les glaçons et des choses comme ça. Mettre le révélateur au frigo, et ainsi de suite, et puis attendre qu'il soit à température, et puis profiter des quelques minutes où il va passer de, grosso modo, 18 degrés à 22 degrés, pour qu'il corresponde au temps de développement. En toute logique, c'est ce qu'on devrait faire. Avec l'expérience, on réussit à pallier tous ces problèmes-là en se disant, il fait 25 et j'enlève 2 minutes de temps de développement et ça passe. Donc 12 U, ça va, c'est correct, c'est pas trop cher. Le négatif est assez grand. Le négatif 4,5-6 va... Alors si vous vous apercevez que vous ne prenez pas au format carré et puis que vous faites que du 4,5-6 parce que vous recadrez systématiquement en rectangulaire, achetez-vous après éventuellement un dos 4,5-6 pour monter sur votre 6,6. Beaucoup de 6,6 utilisent aussi des dos 4,5-6. Et puis si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, et revendez votre matériel le plus tôt possible avant d'avoir acheté trop de choses et que ça devienne trop compliqué à revendre. En 6.6, on a des gammes d'objectifs relativement étroites, parce que ce sont des objectifs assez... Alors, il y a eu finalement très peu de 6.6 modernes amateurs. Voilà. Donc, voilà, je vais replier ça. Et on va parler des objectifs maintenant, avant d'attaquer le vif du sujet. Moi, ce que ce que je vous présente et ce que j'ai choisi, ce sont des 6.6 réflexes mono-objectifs. Dans ces gammes-là, j'ai mon premier Hasselblad, je l'ai eu à un genre en 1988, quelque chose comme ça, sachant que j'ai commencé la photo en 1981. Avant, j'ai eu à Lubitel, et puis c'est tout. Et puis j'ai eu le 6.9 de mon grand-père. Voilà, j'ai eu le 6.9 de mon grand-père. Mais je faisais de l'argentique, forcément en 1981, le numérique existait à peine dans les laboratoires. Et le choix se proposait dans différentes marques, entre Mamiya, qui avait un réflexe biobjectif, la série C3, la série C, C3, C33, C330, C2, C22, C220. Et puis il y avait Bronica. Bronica, il n'avait pas encore sorti le SQ, et les Bronica 6.6 qui était la série d'avant, EC, ECL, étaient réputés des nids à panne, donc j'ai évité. Et puis il y avait l'Yashikamat, qui était un Rolleiflex biobjectif, qui était une copie de Rolleiflex biobjectif, pardon. Et puis il y avait bien sûr, en 1986, il n'y avait déjà plus les Rolleiflex biobjectifs. Et il y avait la série SLX
6006 peut-être, et puis et peut-être déjà le 6008, je me souviens plus. Enfin bref, de toute façon, je n'avais pas les moyens d'acheter un Rolleiflex à l'époque. Alors, donc la gamme optique. Les gammes optiques de ces appareils-là peuvent paraître limitées. On va grosso modo du 40 mm pour le grand angle le plus large, jusqu'à 500 mm. Voilà. Alors, et s'ajoute en général un fisheye qui fait 30 mm. Donc c'est un fisheye qui fait 180 degrés dans la diagonale, que je n'ai pas. Et j'ai pas de 500 mm non plus. La focale standard est 80 mm. La focale normale serait plutôt... Alors, focale standard, c'est la focale qui est fabriquée et qui est accessible. La focale normale, qui serait la focale qui correspond à la diagonale du format, devrait faire plutôt dans les 75 mm. Donc, 40 mm nous fait la moitié de la focale standard. Et tous ces termes-là sont expliqués dans la playlist sur les cours. Et donc c'est un grand angle qui a l'air d'être bien. Et le fait que le format soit carré fait qu'on a autant d'angles verticaux que d'angles horizontaux. Donc du coup, on a une belle impression de grand angle. Alors que quand on fait le ratio des focales et des choses comme ça par rapport à du format rectangulaire, quand on calcule le facteur de crop, pour voir, on se dit, bah tiens, ça descend pas beaucoup, c'est grosso modo l'équivalent d'un 24, 28, quoi, voilà. Alors, suivant qu'on prend la focale normale ou la focale standard. Et, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, donc il faut vivre avec. Mais on n'a pas les effets qu'on pourrait avoir avec un 14 mm en full frame ou 24-36, mais on a déjà un bel effet grand angle bien. Voilà. Donc et puis après, donc on va du 40 mm et grosso modo par pas de 10, on a à peu près toutes les focales, c'est-à-dire qu'on a 40, 50, 60, 80. Il n'y a pas de 70. On trouve, alors suivant les marques, des choses comme ça. Et je vous rappelle que entre Hasselblad et Rolleiflex, donc du coup on commence à la comparaison entre Hasselblad et Rolleiflex. Hasselblad faisait fabriquer ses objectifs par Zeiss directement, et Rolleiflex faisait fabriquer ses objectifs par Zeiss ou fabriquait sous licence des focales, les formules optiques de Zeiss. Voilà. Et, mais aussi de chez Schneider. Alors les objectifs Schneider, à mon avis, étaient fabriqués par Schneider, mais les objectifs Zeiss étaient fabriqués par Rolleiflex. Ça change rien, parce que en fait Rolleiflex a toujours été pinailleur sur la qualité des objectifs, et puisque du temps des appareils photo bi-objectifs, où il ne fabriquait pas, il faisait livrer par Zeiss ou par Schneider, il testait les objectifs, et puis ceux qui n'allaient pas, il les redémontait, et puis il les renvoyait à Zeiss en disant ça va pas, ça faut me changer ça. Je sais pas ce que Zeiss en faisait, peut-être qu'il les reprenait, ou choses comme ça. Moi, je travaillais chez Kinoptique, j'ai travaillé 3 mois chez Kinoptique, contrôle qualité, quand on contrôlait les objectifs, si ça n'allait pas, ça retournait à la fabrication. Alors des fois, ils reprenaient les lentilles, ils revérifiaient les calages, ils refaisaient les contrôles, et ainsi de suite, quoi. Donc, donc du coup, on retrouve à peu près des focales tous les 10 mm, donc de 40 à 90, 100, 110 entre Rolleiflex et Hasselblad. On trouve des focales identiques, et puis il y a certaines focales qui existent que chez Rolleiflex, qui n'existent pas chez Hasselblad, et ainsi de suite, que ce soit Zeiss ou Schneider. Alors, bien sûr, les objectifs Schneider n'existent pas chez Hasselblad, sauf le Variogon 140-280. Et
alors que je n'ai pas, et que je n'ai pas essayé, mais on m'a dit que c'était pas terrible, et comme c'est une optique relativement chère, c'était un objectif très cher au catalogue, et c'est une optique qu'on trouve étonnamment fréquemment d'occasion. Donc une optique très chère au catalogue n'a pas dû se vendre beaucoup, on la trouve facilement d'occasion. Moi je dis ça pue, voilà. Ensuite, et des gens qui l'ont eu m'ont dit que c'était pas terrible, voilà. Et il y a quelques objectifs que l'on va trouver chez Hasselblad, par exemple le 150-2.8, qu'on n'a pas chez Rolleiflex. Mais chez Rolleiflex, on a un 182.8 qu'on n'a pas chez Hasselblad. Voilà, donc il y a des petites différences à gauche, à droite. Alors moi, j'ai commencé par le système Rolleiflex, et puis je vous renvoie à la vidéo sur le Rolleiflex. Il y a certains objectifs d'ancienne génération Zeiss qui n'existent pas dans la monture pour 6008 PQ, PQS, donc en 10 ampères, et ne voulant pas prendre de risques ou choses comme ça, je me suis acheté des Hasselblad pour utiliser les versions Zeiss fabriquées par Zeiss de ces objectifs-là, comme le 120 macro 5.6 par exemple. Voilà. Donc on va essayer de comparer ça. Alors, je vous ai fait un petit tableau, alors je regarde mon truc, donc on va jusqu'à l'optifocal, d'accord. Alors, on va essayer de comparer, et puis j'ai sorti mon appareil de précision, voilà, que j'ai essayé de tarer correctement pour vérifier que ça fonctionne, pour voir où ça nous emmène du point de vue poids et des choses comme ça. Alors, on peut se dire, voilà, est-ce qu'il y a la possibilité d'un moteur ou pas? Alors, chez Hasselblad, le moteur, c'est les versions EL, ou le moteur additionnel. Alors, comme je n'ai pas de moteur additionnel, je ne peux pas vous montrer, vu que je n'ai pas de... Enfin, si, je vais dire, j'ai pas de boîtier qui pourrait utiliser un moteur additionnel. Celui-là, qui est donc le 203 FE, pourrait utiliser un moteur additionnel. Donc, la version moteur, c'est la version EL que l'on a ici, voilà. Alors que chez Rolleiflex, ça va être la famille des SLX à 6000 jusqu'au i6. Voilà. La famille des 6000. Dans la famille des 6000, il y a eu d'abord dans la famille, il y a une vidéo sur les Rolleiflex. Ça va du SLX modèle 2. Après, il y a eu le 6006 modèle 2. Et après, on a attaqué la famille des 6008. Et là, 6008, il y a eu le premier modèle qui était 6008 professionnel. Et puis après, professionnel SRC 1000. Intégral 2, AF. Je crois qu'il y a eu un AF2, mais je ne suis pas sûr. Et après, on est passé au i6. Il y a eu des boîtiers parallèles, comme le 6003 SRC 1000, qui est venu après le 6008 professionnel de mémoire. Et il y a eu des versions allégées, comme le 6001 et le 6002. Alors, il y en a un qui est une version allégée du 6006, et il y en a un qui est une version allégée du 6008. Donc il y en a un qui prend les objectifs PQ, PQS, et puis il y en a un qui les prend pas. Et à chaque fois je confonds. Donc voilà. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Et c'est des boîtiers que je vous déconseille en fait. Alors, voilà. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a un moteur intégré? Si on veut un moteur intégré, il faut prendre un EL chez Hasselblad, et puis on prend un SLX 6000 ou i6 chez Rolleiflex. Est-ce qu'il y a un posemètre intégré? Alors, posemètre intégré chez Hasselblad, il faut prendre un série 200. Un série 200, et quand je dis un série 200, 202, 203, 205, ils l'ont. Le 201, je ne suis pas sûr qu'il ait un posemètre intégré. Peut-être, je ne suis pas sûr. C'est un boîtier que je n'ai pas, et voilà. Le 201 est un boîtier 200 très allégé qui n'a pas le 2 millième de seconde. Il a le millième de seconde, il a l'obturateur focal, il est capable d'utiliser les obturateurs centraux et focal, ce qui n'est pas le cas du 202.
mais qui lui normalement ne peut pas utiliser les objectifs obturateurs centrales. Voilà, il n'a pas la position correcte et d'abord il est facile à reconnaître parce que c'est écrit dessus. C'est écrit quelque part là, vous voyez, et il n'a pas la bague de. Il n'a. Alors, j'ai la sangle qui va m'ennuyer, donc je vais enlever la sangle, voilà. Alors je vais enlever la sangle, oui si c'est bon, ça s'enlève. Et donc il n'a pas le barillet de vitesse, il n'a pas le barillet de vitesse qui est la petite bague que l'on voit là, voilà. Et ceux qui peuvent utiliser les obturateurs C, les obturateurs centraux, ont une position C à gauche de la position B, de la pose B. Voilà. Donc c'est simple à regarder sur les images d'eBay. Si celui qui vous intéresse n'a pas la vue qui va, bah, vous en cherchez un autre sur eBay pour voir du même modèle, pour voir, même s'il a un prix plus cher, si c'est le même modèle, c'est le même modèle. Voilà. Donc, le posemètre intégré, et ben, il faut un série 200. Ou alors, il faut utiliser un prisme posemètre. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une boule de pu qui pèse dans les 300, 500 grammes, quoi, quelque chose comme ça. C'est très très lourd. Après, est-ce qu'il a un obturateur focal? Alors, un obturateur focal, pareil, il y a la série 2000 et la série 200. Voilà. Je vous déconseille la série 2000. La série 2000 a un obturateur en titane qui est très fragile. Parce qu'un obturateur focal sur un 6.6, il n'a pas des performances du feu de Dieu comparé à l'obturateur que vous avez sur votre appareil photo numérique. Mais par contre, d'un point de vue vitesse de translation des rideaux, c'est quasiment le summum de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on s'amuse à calculer, parce que lui il a 56 mm à parcourir, hein. Il faut qu'il démarre, il faut qu'il s'accélère, il faut qu'il passe la fenêtre, et puis après il faut qu'il s'arrête. Donc en fait il parcourt 60-65 mm de longueur. Voilà. Et les vitesses, même pour avoir une synchro flash au 90e de seconde comme le série 200 ou les 2000 FC, ça correspond à une vitesse de translation de rideau pour une synchro au 250e de seconde sur un 24-36. Donc c'est quand même un obturateur de course, malgré qu'il ait l'air complètement anémique. Voilà. Donc il y a des efforts énormes sur les rideaux, et ainsi de suite, et ça... voilà, donc si le rideau a le moindre pliure, la moindre froissure, choses comme ça, c'est summort en très peu de temps. La série 200, elle, a des rideaux en soie. Donc c'est de la soie caoutchoutée. La soie alors est-ce que c'est de la soie naturelle ou est-ce que c'est de la soie artificielle, je ne saurais pas dire. Mais la soie est un matériau très très résistant. Hein, très très résistant. Et sur lequel on peut mettre des tensions très fortes. Et du coup, l'obturateur en soie du 203, il a les mêmes performances que l'obturateur en titane de la série 2000. Bon. Alors, obturateur focal sur Rolleiflex, il faut prendre la série SL66. Alors, SL66, SL66SE et SL66E. Alors, posemètre intégré, bien sûr, chez Rolleiflex, SLX 6000, i6, SLE, et donc SL66E et SL66SE ont un posemètre intégré. Voilà. Et en Rolleiflex biobjectif, c'est les Rolleiflex biobjectifs de la série GX ou FX. FX et 28FX et GX, voilà, qui sont les derniers modèles. Parce qu'il y a aussi un relais 28F qui lui date qui est la dernière version, la vraie dernière version, avant une des nombreuses faillites de Rolleiflex. Et ça s'est arrêté dans les années 70, 76, 78 ou quelque chose comme ça. Voilà. Ils en ont refait après.
Les derniers sont les white face, donc vous cherchez Rolleiflex white face, white blanc et face face, F-A-C-E, white face sont les derniers, puis vous verrez les modèles que c'est sur eBay. Voilà. Voilà, si vous voulez voir des choses. Bon, après, dans le dernier truc que l'on voit pas parce que c'est caché par... c'est, est-ce que c'est capable de faire du 4,5-6 vertical? Oups, 4,5-6 vertical. Voilà. Alors, bien sûr, 4,5-6 vertical, nativement, hein, parce que c'est pour découper dans du 6-6, tout le monde sait le faire. Alors, chez Hasselblad, il y a eu un dos 4,5-6 vertical, qui offre aucun intérêt, puisque le défilement du film est vertical, hein, donc ça fait 12 vues, et puis voilà, basta. Donc le dos est sans intérêt, il est très rare, il est très cher, c'est un objet de collection, voilà. Et puis en 6008, eh ben, il y avait le dos le dos 45-60 que je vous ai présenté dans les vidéos sur Rolleiflex, qui est un dos que l'on peut mettre dans les deux positions, verticale ou horizontale, et qui permet de faire du 4,5-6. Alors le 4,5-6, si vous êtes un accro au format rectangulaire, mais que vous voulez quand même la viser par le haut, et ben ça typiquement c'est un plus que vous offre le 6008 intégral à partir du troisième batch. Hein. Donc allez voir les vidéos sur Rolleiflex. Mais ce dos se monte à partir de l'intégrale, mais un intégral du troisième batch de fabrication, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de série qui commence par 203. Voilà. Donc, alors après, bon, moi j'ai fait un tableau, il faut voir ce qui vous intéresse, ce que vous allez rechercher. Et c'est un peu le problème quand on arrive, quand on dit tiens, il a raison ce petit gars, je vais me mettre à l'argentique parce que j'ai vu des jolies photos qui me plaisaient. C'est surtout ça. On achète un appareil photo pour faire des photos. Voilà. Et donc, on ne sait pas si on va aimer le format carré. Faut s'y faire. Et donc, si on est un accro du format rectangulaire, qui peut avoir ses intérêts, hein, notamment en portrait, le portrait en 4,5-6 est joli, c'est une jolie proportion aussi. Hein, c'est un peu plus large que le 24-36, hein, puisque c'est 3/4 en proportion. Hein, donc 3/4, et puis alors 3/4. Et le 24-36, puis c'est 2/3, donc c'est un peu plus étroit. Donc ça vous donne quand même un peu plus d'espace autour du sujet, sans être forcément carré. Voilà. Donc c'est pour ça que le 4,5-6 vertical peut être intéressant, et ça, à ma connaissance, il y a Rolleiflex qui le fait, bien sûr, avec ce dos-là, et puis en format rectangulaire vertical, il y a les séries RZ et RB. Il y a un Fuji 680 qui est un 6.8, qui est un gros RZ, grosso modo. Gros Mamiya RZ, sauf que c'est fabriqué par Fuji, et puis c'est tout électrique, et puis ça pèse 4 kg. L'appareil en ordre de marche, c'est entre 2 et 4 kg minimum. Voilà. C'est vraiment très lourd. C'est vraiment très gros, c'est vraiment très grosse machine. Et puis, alors il y a l'I9 qui avait fait le Li9 220, qui avait fait un 6.7 vertical natif. Qui est une espèce qui est un appareil de reportage qui ressemble à une grosse caméra Super 8 avec une poignée. Alors, ça ne veut rien dire pour vous, mais enfin, il y a une poignée, et puis il y a l'appareil qui est vertical comme ça. Et donc c'est le Li9 220 mais son problème c'est que, je ne voudrais pas dire de bêtises,
Je crois qu'il est 220 natif et qu'on ne doit pas pouvoir mettre de film 120 dedans ou un truc comme ça. Enfin bon, il y a un truc bizarre. C'est un boîtier qui était destiné au reportage, aux reporters photographiques qui faisaient des photos pour les journaux. Donc le cadrage vertical allait très bien dans les colonnes parce que du coup ça permettait de mettre une photo un peu ample sans prendre de largeur. Et puis comme il faisait des photos de portraits de gens ou choses comme ça, il y a très peu de photos de paysages dans les journaux finalement. Bon, on s'égare. Donc on va commencer la comparaison. Alors après on va se dire, parce que c'est pas évident de les voir côte à côte et de comparer réellement, point de vue poids, point de vue ergonomie, point de vue bruit, ce que ça donne, ce que ça fait, et ainsi de suite. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Alors, comme j'ai acheté le système Hasselblad après le système Rolleiflex, et que j'ai acheté le système Hasselblad pour utiliser des objectifs que je n'ai pas chez Rolleiflex, j'ai assez peu d'éléments de comparaison valables. Et je vous les ai sortis, donc c'est le 182.8 et c'est le 52.8. Voilà. Alors 52.8 et 182.8, on ne va pas aller loin avec ça, parce que chez Hasselblad, j'ai pas de 82.8 par exemple, qui est la focale normale. Bon. Alors je vous ai sorti mon instrument de précision. Voilà. Alors, si on se dit, bah tiens, on va comparer un boîtier à moteur avec un dos, Hasselblad d'un côté, voilà, hop, avec un Rolleiflex de l'autre. On va prendre l'autre, voilà, hop là, avec un Rolleiflex de l'autre. Et il y a la... Alors, je fais gaffe, parce que on va le mettre comme ça, c'est pas bien grave, mais là je suis sûr que la poignée ne change pas. Voilà. Il y a les accus dans les deux, les films sont pas chargés, les dos sont pas chargés, mais il y a le dos 120 et ainsi de suite. Voilà. Et la différence, elle n'est pas terrible. Hein. J'ai pas amené mes poids, mais je m'étais dit tiens. Voilà, enfin bon, il y a une différence, c'est tout. Voilà, il y a une différence. Donc, point de vue encombrement, alors les encombrements, je ferai ça, je vais faire les poids d'abord, et puis après on verra les encombrements pour les mettre côte à côte, et ainsi de suite. Bon, déjà, il y a ça. Hop, on peut le reposer derrière. Hasselblad, 52.8. Alors, monter un 52.8 sur un 500 LM n'a aucun sens, puisque le boîtier n'a pas d'obturateur. L'objectif n'a pas d'obturateur, donc du coup, on ne pourrait pas faire de photos. Mais c'était pour vous montrer ça, la différence entre ça et ça. Bon, l'objectif, là, l'objectif Hasselblad est quand même plus lourd, bien plus lourd que l'autre. Voilà. Et donc, bien sûr, la somme des deux est en défaveur d'Hasselblad. Maintenant, si on se dit, on va comparer un boîtier à posemètre, alors Hasselblad de ce côté-là, voilà, un boîtier à posemètre, toujours avec le dos. Alors j'ai laissé mon sabot, parce que de toute façon ça va pas jouer grand-chose, avec le Rolleiflex, voilà, alors cette fois-ci, c'est le boîtier, c'est Hasselblad qui gagne. Voilà, et puis donc on va faire ça aussi, tac, hop, et puis comme ça, voilà, je serai tranquille, et finalement celui-là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est Hasselblad qui gagne, mais ouais, bon, si, il y a une belle différence de poids. Et si on met les deux ensemble, voilà, hop, parce que finalement, bon, c'est la seule vraie truc comparable que j'ai. Hop, hop, hop.
Donc là, maintenant la différence, je sais pas si je m'étais dit que je vais éviter d'amener des poids pour comparer, mais bon, la différence n'est pas énorme, hein, pas énorme. Je vais aller chercher des poids. Donc j'ai été chercher mes poids. Donc là on est Hasselblad 200 et 52,8 pour les deux. Alors grosso modo, si je rajoute 100 grammes, ça s'abîme pas. Si je rajoute 50 grammes, voilà, ça baigne. Alors sachant que ces balances sont étonnamment sensibles. Voilà. À 20 grammes, 30 grammes, voilà. Et à mon avis, voilà, donc il y a une différence de grosso modo 115 grammes, 125 grammes. 125 grammes, voilà. Bon, voilà, 125 grammes. Sur un poids total, kilo et demi, quelque chose comme ça. Alors je suis en train de vérifier, j'ai pas de quoi peser aussi lourd. 1,5 kg, j'ai pas. Voilà, je fais jusqu'à. Je dois avoir 1 kilo. Je suis pas sûr de pouvoir peser exactement le truc. Enfin bon, on trouve les caractéristiques dans les modes d'emploi et ainsi de suite. Et puis on fait un petit tableau Excel avec ce que l'on veut. On fait le poids, le prix moyen, et puis après on fait les additions, et puis on récupère les packs d'eau, on fait le poids, on met dans un sac, et puis on se dit, c'est lourd. Voilà. Donc là on est, bon il y a 125 grammes d'écart entre les deux, voilà. À la limite, on peut virer la poignée, hein. C'est dommage, la poignée est quand même très confortable à utiliser. Comme ça, est quand même très confortable à utiliser. Voilà. Et donc si on a enlevé la poignée, ben, tout d'un coup, ça va être beaucoup plus. Voilà, il n'y a même pas 50 grammes d'écart, quoi. Alors les gens qui ont fait attention vont dire oui, mais tu as ton attache rapide en aluminium. Tu as ton attache rapide en aluminium. Oui, d'accord. Et là, voilà, il y a 35 grammes d'écart. Voilà, il y a 35 grammes d'écart entre les deux. Bon. Ce qui veut dire que la poignée fait grosso modo 90 grammes. C'est pas la mort. Point de vue, donc là, ben, on n'a pas le moteur intégré. Voilà. Alors le moteur intégré, c'est une raison pour laquelle j'avais acheté la série 6008, c'est que je voulais faire de la trichromie, et donc j'avais besoin du moteur intégré pour enchaîner mes 3 vues rouge, verte et bleue très rapidement, et c'est vrai que c'était très agréable à utiliser. Voilà. C'est un peu bruyant, hein, on fera je vous les ferai déclencher les deux côte, on verra ça. C'est vrai que c'est bruyant, oui, c'est bruyant, c'est incontestable. Dans une église, bon ben voilà, on sait que vous faites des photos. Bon, c'est pas plus bruyant, enfin si, c'est pas plus bruyant qu'un argentique autofocus d'autrefois, hein. C'est supportable, hein. On fait pas la photo avec un casque, chose. Bon, donc ça c'était pour le 52.8. Voilà, 52.8, oui, il a son bouchon. Voilà, je vérifie que je fais pas de bêtises en même temps. Voilà, 52.8. 182.8, alors 182.8, donc ça c'est le Pentacon qui va s'utiliser que sur le 200,
il va s'utiliser que sur le 200. Et là, effectivement, c'est pareil, l'objectif est beaucoup plus lourd, mais l'objectif a un obturateur dedans. Par contre, là, la différence est non négligeable, donc je ne sais pas où ça va m'emmener. Je sais pas, hop, 100, donc voilà, donc il y a quand même 250 grammes d'écart, ouais c'est ça, voilà. Bon, il y a un petit 250 grammes d'écart, quoi. 200. Voilà, il y a 240 grammes d'écart, 245 grammes d'écart. C'est pas négligeable, hein. Bon, c'est pas négligeable. Enfin voilà, donc point de vue poids, Hasselblad peut être plus léger, oui, tout à fait, Hasselblad peut être plus léger, mais aussi en vous offrant des capacités moindres, hein, puisque bon, pas de posemètre intégré, si on prend pas de moteur intégré, alors le moteur intégré, bon, on n'aime pas, hein, c'est pas ça le problème. Après, pas de moteur intégré, et puis si vous prenez un 500C, 500CM, choses comme ça, pas de posemètre intégré. Voilà. Sachant que les deux posemètres, puisque j'ai le 203 et le 6008, ont la mesure spot, la mesure intégrale, et ainsi de suite. Enfin, je dis que qu'il a la mesure spot, faudrait que je vérifie pour la Hasselblad. Enfin, il a une mesure intégrale, ça c'est sûr. Et qui est assez large d'ailleurs, qui fait dans les 20 et quelques millimètres de diamètre au centre, sur le dépoli d'origine. Il y a un joli cercle pour dire où ça mesure, et c'est vrai que c'est assez large. On continue. Donc, pour les poids, tout ça, c'est fait. Non, c'est pas ça. Là, par exemple, j'ai mon sac que j'utilisais pour le Leica autrefois. Là-dedans, on peut rentrer un 6008 sur la poignée avec une focale compacte. J'allais dire une focale courte, non, une focale pas très longue, du genre 82,8, 60, quelque chose comme ça. 50, ça commence, je pense pas que ça rentre. Avec le 60 ou avec le 80 de 8. Et le 60, il est à 3,5. Et dans la colonne, par contre, on peut rentrer un magnifique 180 de 8. Voilà. Donc, continuons la comparaison. Donc là, on n'a plus besoin on a fait les poids, on va faire l'encombrement. Alors, je fais un peu de ménage. Excusez-moi, ça fait du bruit. Voilà. Alors, point de vue encombrement. Hop, hop. On va remettre la poignée. Ça fera une chose à moins qui traîne. Voilà, hop. Donc, si on les met côte-côte en hauteur, on va pousser ça, voilà. Alors, côte-côte en hauteur, au même niveau pour vous. Hein. Donc, il y a un léger angle, donc il faut que je fasse attention à l'angle. Voilà, pour que ça soit pareil à la même distance. Alors, l'objectif n'ont pas les mêmes diamètres de porte-filtre, hein. Il y en a qui est en 86 et l'autre, il y en a qui est en 95 et l'autre qui est en 86. Ça peut être un facteur de choix. Voilà, parce que les filtres, il y a quand même une petite différence de prix pour les filtres entre 85 et 86. Entre 86 et 95. Point de vue hauteur, point de vue longueur, c'est pareil. Alors bien sûr, si on le met vertical, hop là, et dans le même plan, alors je ne vais pas dire de bêtises, oui, il a deux doigts de basculer. Là, c'est un peu différent, bien sûr. En hauteur, d'autant plus que, bon, je vous rappelle, il a le sabot pour mettre sur le trépied, celui-là. Donc il y a 7 mm, 8 mm qui se baladent, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein, et si on fait la longueur des boîtiers, cette fois-ci,
Alors, je suis pas sûr que la Hasselblad tienne bien sur son cul, mais grosso modo, c'est pareil. Hein. Grosso modo, c'est pareil. On voit pas, il n'y a pas de différence flagrante. Hein. Point de vue largeur, alors je ne sais pas si on a vu la hauteur, on a vu la longueur, c'est des choses différentes. Point de vue de la largeur, c'est à peu près du kiff, mais par contre je ne sais pas trop comment la mettre en évidence. Si, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, donc on va... Je vais sortir le dos, on sort un dos, on pose ça, on sort un dos. Je suis bête moi. On sort un dos, voilà. Et donc si on les met l'un au-dessus de l'autre, alors ça je vais pouvoir me fendre d'un close-up. Voilà, donc si je les superpose, je dirais qu'à la limite, on va voir que c'est le dos Hasselblad qui est plus large, qui est limite plus large. Alors je suis pas sûr qu'on voit bien. Moi, je trouve un moyen de les tenir sans me bousiller. Alors là, j'aligne les dos et de l'autre côté, on voit que le dos Hasselblad dépasse. Alors il dépasse en largeur, mais bien sûr il ne dépasse pas en hauteur, puisque le mode d'embobinage est différent. Il y en a un qui passe tout droit et l'autre qui fait une double boucle. Je vous renvoie aux vidéos sur Hasselblad et sur Rolleiflex. Je me suis longtemps posé la question de savoir ce que j'appelais cette vidéo 3/4 ou autre chose comme ça, puis je me suis dit je vais appeler 5 et puis ça ira bien. Donc, point de vue des dos, c'est kiff. Alors, ah oui, tiens, on aurait pu peser les dos pour voir s'il y avait une différence notable ou pas, intéressante ou pas, parce que le dos est un accessoire que l'on peut être intéressé d'avoir en plusieurs exemplaires et à transporter. Et voilà, donc on revient sur le truc, c'est bon. On vérifie qu'elle revient au 0. C'est précis, mais ça prend son temps. Voilà. Ouais, bon, ça devrait y aller. Donc Hasselblad 1, Rolleiflex. Ah oui. Ah bah tiens, tu vois, j'aurais pas cru. Donc si les dos sont plus lourds, certes, mais de combien, mon cher? Voilà, parce que tu vois, Courbevoie, tu dis c'est long. Non, alors là, quand même, tiens. Oh. Non, c'est pas possible. Donc 100, ça fait trop. Là, on est à 50. Ah ouais. Ah, pas ça. Voilà, donc là on est à 90. Ah oui, 90 grammes d'écart. Ah bah, j'aurais pas pensé, vous voyez. J'aurais pas cru que c'était autant. Parce que ça, en fait, ce que j'avais fait, parce que moi j'achète un appareil photo pour faire des photos, donc je m'en fous du poids qui pèse. Je le trimballe et puis c'est tout. Voilà. Je prends sur moi. Voilà, bon, ça on peut enlever. Voilà, donc oui, il y a une différence là. Donc effectivement, si on se balade avec beaucoup de dos, ça peut faire quelque chose. Voilà, bon, cette fois-ci, je l'arrange. De toute façon, je la mets pas loin. Et donc du coup, le boîtier, comment dire, donc Rolleiflex c'est un peu plus lourd, voilà. Mais sur un ensemble complet, c'est pas si, puisqu'on avait vu combien, 100 et quelques grammes d'écart, c'était pas aussi visible et important que ça.
Mais si on voulait être honnête dans cette comparaison, et nous sommes honnêtes, et ce qu'il faudrait, c'est comparer, parce que finalement le posemètre, ça pèse pas lourd, hein, c'est quelques circuits, choses comme ça. Donc en fait, c'est plutôt avec le EL qu'il faudrait le comparer. Et là, on a vu que le EL, lui, était plus lourd. Point de vue encombrement, si on les met côte-côte, voilà, si on les met côte-côte, tac, tac, alors j'aligne avec le bas du bazar, voilà, pour être sûr que l'échelle est la même. Bon, bah, pour être sûr que l'échelle est la même, tiens, c'est marrant parce que, voilà. Ah oui, d'accord. Hop, hop, voilà. Donc je les aligne, voilà, ils sont parfaitement alignés, des choses comme ça. Donc, et là, du coup, bah, point de vue hauteur, c'est kiff. Là, je suis posé sur le truc, il y a un peu de marge sur le Rolleiflex. Ils sont à la même distance, hein, ils sont à la même distance. Je vérifie mon image hein, pour que ça soit quand même visible. Donc le boîtier est un peu plus haut, et puis si on les tourne de 90 degrés, hop, hop, alors là ça va pas être évident qu'on les aligne. Voilà. Bah faites sur pause, prenez un papier, un crayon, faites des mesures. Je regarde moi pour faire ça de mon côté. Bah, le boîtier il vient là, comme ça, tac, du pouce à là, et c'est kiff kiff quoi. La longueur c'est kiff kiff. La hauteur c'est kiff kiff, hein, la Zellblad, bon, perd. Quand on ouvre le truc, et kiff kiff, hein, voilà, parce que bon, ce sont tous les deux des 6.6, donc ils ont les mêmes formats, ils ont les mêmes, et donc grosso modo, on arrive, et puis ce sont faits pour des êtres humains, donc l'intérieur c'est le même encombrement, l'extérieur on cherche la même ergonomie, hein, on ne va pas vous sortir un 6.6 qui fait 60 cm par 60 cm extérieur, ça ne se vendrait pas. Voilà. Donc bon, si on comparait pour avoir la fonction motorisée, bah, il faut bien sûr intégrer faire ça avec la version EL. Bien sûr, il y a une chose qui change, c'est que le Rolleiflex lui a une poignée, et que la poignée prend du volume, prend du volume, et prend de la place, et prend de la dimension, et on a vu prend du poids, puis ça le fait quand même dans les 90 grammes. On continue. Une chose que l'on peut comparer, que l'on peut continuer à comparer, ça va être les viseurs. Voilà, donc on va sortir les viseurs. Et comment dire, voilà, le viseur Hasselblad, si je le replie, il peut passer dans le Rolleiflex. Voilà. Alors il passe dans ce sens-là, hein, dans le sens de la longueur, tac, tac, il passe dans le sens de la longueur, d'accord. Donc ça veut dire que quand même que le trou, et c'est là un des gros problèmes de Hasselblad, c'est que le trou du viseur versus le trou du viseur de truc, bon bah là il n'y a pas photo. Alors ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Eh bien ça veut dire que quand vous tenez... donc ça c'est le viseur Hasselblad entre guillemets moderne. Hein. C'est quasiment la dernière version du truc. Ben, ça veut dire que quand vous le tenez à la taille, l'objectif éloigné, eh ben, vous voyez à peine jusqu'au bord du dépoli. Et notamment avec ce viseur-là, avec la nouvelle loupe, vous voyez pas vous voyez à peine le haut de l'image, et dans le 203, vous ne voyez pas les indications du posemètre. Je trouve ça un peu craignos. Voilà.
Alors, on peut se dire, qu'en était-il des versions antérieures? Eh bien, les versions antérieures, donc qui n'ont pas ce système de pliure-là, qui est facilement reconnaissable, mais un système à quatre panneaux qui bougeait, il y avait un angle entre l'avant et l'arrière, et ce qui fait que quand on éloignait trop, eh ben, on ne voyait pas non plus l'intégralité de l'image. C'est-à-dire qu'à 30 ou 40 cm, on voyait bien, mais au-delà, on ne voyait plus. Voilà. Donc c'est un peu, personnellement, je trouve ça un peu gênant. Et donc ce problème-là aurait dû être résolu avec ce viseur qui est plus carré dans le truc. Enfin, la partie avant ne se déplie toujours pas à 90 degrés. Il y a un léger angle qui fait que ça rentre dans le champ. Mais c'est toujours problématique parce que la loupe, donc ils ont mis une jolie loupe ronde, gros diamètre et tout ça, donc la loupe en elle-même c'est un progrès par rapport aux versions antérieures, mais elle encombre le viseur parce qu'ils n'ont pas voulu redessiner ça plus. En fait, la forme que l'on a là, l'espèce de pif que l'on a là, de bossage que l'on a là, servait autrefois à cacher la loupe. Et donc dans ce cas-là, la loupe ne posait pas de problème. Mais là, ils ont mis une loupe, une grande loupe carrée qui vient masquer tout le haut. Donc ça, c'est joli, c'est bien. Et puis Rolleiflex avait fait la même chose. Hein. On a une jolie loupe carrée, ronde. D'ailleurs, en diamètre de loupe, c'est du kiff, hein, de toute façon. Il doit y avoir 1 ou 2 mm en faveur de Rolleiflex, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, cette loupe, elle empiète dans le champ de visée quand elle est repliée. Voilà. Donc, point de vue qualité de visée du viseur, moi je préfère 100 fois mieux le Rolleiflex. Hein. Bon. On ne peut pas mettre un viseur Rolleiflex sur un Hasselblad, c'est bien dommage, mais donc ils n'ont pas voulu redessiner trop le bazar. Alors je sais pas cette version là en SLX, hein, moi j'ai des versions 6008. Enfin je dis ça, je suis pas sûr. Enfin je l'ai pas, en tout cas je l'ai pas ici. Et donc du coup, le 1976 quand même. Ce viseur-là a été le celui du SLX. Je ne sais pas si j'en ai un de 6006 ou un de 6000 ou un de SLX, mais je sais que j'en ai un ancien. Ils sont en tout point identiques. Il y a 2-3 détails. La loupe n'est pas ronde, mais elle est carrée. Et puis il y a un viseur sportif que l'on pouvait ouvrir là, qu'ils ont viré. Mais le forme, encombrement, interface, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on continue. Le verre de visée. Alors, le verre de visée, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Il y a donc les verres de visée standard chez Hasselblad, le verre de visée Acutemat D. Alors, j'ai retrouvé mon Acutemat D, que j'ai acheté fort cher. Et puis, et chez Rolleiflex, il y a des verres de visée bright screen, non pas, comment est-ce qu'ils appellent ça? Haute luminosité, et puis des verres de visée entre guillemets plus standard. Alors, ça va pas être évident à montrer ça. Si on prend parce que sur le 52.8, là il y a un beau ciel bleu avec des nuages, mais je suis pas sûr que l'on va voir le bousin. Alors,
si je vous le présente comme ça, voilà, on voit les carreaux de ma fenêtre. Parce que moi, je vérifie, voilà. Donc là, normalement, on voit tout le schéma, les carreaux de la fenêtre. Par contre, ben, ça c'est un peu surex. Bon, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, si je fais ça, donc ça c'est un verre de visée standard Hasselblad. Voilà. Hop, hop. 52,8. Alors toujours visé à pleine ouverture hein, pour f2,8. Il n'y a pas. Hop. Alors parce que c'est plus simple que de changer les verres de visée. Donc là, on a le verre de visée standard Hasselblad. Voilà. Tac. Donc je vérifie. Donc si je le tourne là comme ça, on regarde cette arête là, ça arrive sur le bord de l'image. Et vous voyez au fond, on a la loupe là, et on s'aperçoit, alors j'essaye, je me fais engueuler à Courbevoie, là. Il y a le ticket de Courbevoie, il me dit ouais c'est de la merde ton truc, on voit rien. Voilà, donc là je tangente le bord du truc, voilà, hop, hop. Et en fait on a la loupe qui prend sur le haut de l'image. Voilà. Déjà à cette distance là, on a la loupe qui prend sur le haut de l'image, alors elle prend pas beaucoup, elle prend 2-3 mm. Voilà, mais bon, c'est quelque part, ça gave quoi. Voilà, et si on va sortir le Bright Screen, le Acute Matte, The Acute Matte. Oups. Tac, 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 voilà, hop, hop. Hop, voilà. Ah, à tel point, c'est que j'ai regardé, j'ai mis ça dans la boîte, j'ai mis dans l'appareil. Je me suis dit, bon d'accord, c'est ça. Voilà, hop, c'est bon. Yo. Hop, c'est bon. Le dos, pour éviter de mettre les doigts n'importe où. Voilà. Et donc là, je me rapproche. Là, bon. Alors, on a toujours les mêmes problèmes de voir que dalle dedans, de ne pas voir le haut hein, de l'image. C'est le viseur qui pose un problème, c'est pas. Bon, on a quand même une belle surexposition du truc, mais mon pilier de mur que l'on voit sur le bord du champ, il est pas trop cramé. Alors, le problème, c'est que si je ferme le diaphragme, ça fausse la démonstration. Et si on revient au bazar, bon, bah, là, alors que je me mets à peu près à la même distance, je trouve que c'est plus lumineux dans celui-là, mais bon. Hop, hop, hop. Ouais. Et peut-être l'Hasselblad est peut-être un poil meilleur quand même. Alors, le problème c'est qu'on compare, enfin c'est des 52,8 tous les deux, donc ils doivent avoir plus ou moins les mêmes. Alors déjà si je faisais la mise au point, pareil. Les mêmes. Ouais non, la viseur, moi je préfère la viseur Rolleiflex. Elle est un poil plus lumineuse, la visée Hasselblad est un poil plus lumineuse que la viseur Rolleiflex, mais je trouve qu'elle est un peu plus contrastée. Alors ça peut venir aussi de l'objectif. Après, quand on va utiliser la loupe, alors ça c'est, le problème c'est que pour la visée avec la loupe, ça
va pas être évident. Enfin, je vais tenter le coup, parce que si je le tente pas, on va me dire, ouais, mais t'as même pas essayé. Parce qu'en fait, il faudrait que je réussisse à superposer les pupilles du truc, et donc du coup, on va pas voir, vous voyez, l'objectif que j'utilise pour me filmer n'est pas adapté à ça. Il faudrait que je fasse un plan avec un smartphone, ou quelque chose comme ça. Et enfin, faire le plan avec le smartphone, je saurais le faire. Récupérer la vidéo et l'intégrer, c'est peut-être un autre problème. Voilà. Donc là, la loupe permet de voir jusque dans les angles. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, bien sûr, le Hasselblad, c'est pareil. La loupe permet de voir jusque dans les angles. Un peu moins quand même, un peu moins. C'est quand même moins. On est obligé de plus tourner l'œil, ainsi. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Enfin bref. Donc là, on a le AcutMat. Je cherche mes mots. Et là, je vais essayer de. Alors que je me gourre pas. Normalement, dans celui-là, c'est pas un AcutMat que j'ai mis. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça doit être. Alors ça doit être un Hasselblad, un verre de visée Hasselblad Bright Screen ou haute luminosité, qui doit dater des années 80-90. C'était dans les catalogues. Il y avait le verre standard, puis il y avait les verres haute luminosité. Donc c'est celui avec la grille et le stigmomètre. Et donc c'est un truc que l'on trouve entre guillemets. Alors, soit c'est cette version-là, soit c'est un AcutMat non D. Voilà. Mais en tout cas, il n'a pas les anneaux, il n'a pas l'écran caractéristique de l'AcutMat D. Et voilà. Donc, ça que je vais vous représenter. Voilà. Et là, la visée est pas mal. Bon, c'est comparable au Rolleiflex. Voilà. Après, point de vue finesse d'image pour faire la netteté sur le dépoli, alors oui, ça c'est un souci, ça. Et c'est pour ça que je prends autant de temps sur les verres de visée. Soit vous avez un verre de visée avec un dépoli grossier, comme le dépoli standard, et dans ce cas-là, on réussit assez bien à faire la mise au point dessus parce que le grain est suffisamment gros pour avoir une bonne diffusion et on va réussir à voir facilement ce que l'on veut voir et apprécier la netteté. Soit on a des dépolis, et c'est notamment le cas des AcutMat trop fins, et du coup on ne réussit pas à voir correctement si c'est net ou si c'est flou. Parce que entre guillemets, le flou vous saute pas à la gueule. Et donc on a du mal à voir et à apprécier ce que c'est, lequel. Donc à la limite, si vous ne trouvez pas, et donc pour moi, il faut trouver des verres de visée avec des aides de mise au point, comme le stigmomètre, qui sont indispensables avec les verres de visée modernes. Un verre de visée moderne type AcutMat tout dépoli, il y en a. Je ne suis pas persuadé que ça soit utilisable parce que j'ai un AcutMat là, donc là ça c'est l'AcutMat, voilà, donc je l'ai retrouvé, je suis content. Vas-y, fais la mise au point, Coco. Alors, ce qu'il faut voir, c'est quoi? Il y a un stigmomètre dedans, vous voyez, il y a un champ coupé au centre. Alors, il y a un champ coupé au centre, donc si je le mets, je ne crois pas qu'on le verra, mais vous voyez, il y a quelque chose au centre il y a une espèce de prisme au centre du bazar. Donc on voit que c'est un AcutMat moderne parce qu'il y a celui avec le carré pour les appareils photo, pour les dos numériques 36 par 36. Vous voyez.
Donc celui-là, on réussit à le trouver relativement peu cher parce que il y a les traits noirs et puis que donc du coup, ça n'est pas pour la photo générale, du coup c'est pas un truc spécialisé, donc du coup j'ai réussi à l'avoir à un prix raisonnable. J'ai un prix raisonnable parce que ça peut être 100 et quelques euros, 100, 200 euros, comme qui rigole. Hein. D'abord, c'était vendu très 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 cher, et puis voilà. Donc alors je regarde comment vous le montrer, mais c'est pas évident parce que c'est transparent, donc je sais pas comment faire. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc point de vue viseur, Rolleiflex est supérieur. Point de vue verre de visée, bah, si vous mettez 200 euros, enfin si vous achetez les verres de visée que tout le monde recherche, finalement que tout le monde recherche, eh ben, oui, vous pouvez avoir une visée Hasselblad égale à la visée Rolleiflex, voire un peu supérieure. Ça me peine de dire ça. Non, enfin, voire un peu supérieure, mais alors que c'est le dépoli standard du 6008, quoi. Vous achetez un 6008, ça arrive avec ça, quoi. Alors que si vous achetez un 500C, un 500CM, vous n'aurez pas forcément le verre AccuTmat. Quand on ne sait pas ce qu'on achète, parce qu'on l'achète pour la première fois, et ben moi on m'a envoyé des AccuTmat en disant c'est des AccuTmat, et puis en fait non, c'était une boîte d'AccuTmat avec un dépoli standard à l'intérieur. Voilà. Ou standard à l'intérieur, ou parce que c'est notamment celui que j'utilise sur le 203, donc qui est quadrillé avec stigmomètre. Il n'a jamais existé un AccuTmat quadrillé avec stigmomètre. Il existe un AccuTmat D, mais dans ce cas-là, il aurait dû avoir d'écran, puisque les AccuTmat D, au moins ça j'en suis sûr, ont d'écran. Et sur le mode d'emploi, parce que vous vous souvenez, alors allez voir la vidéo sur les Hasselblad. Donc je vous présentais comment ça s'appelle, le dépoli AccuTmat et ainsi de suite. Et donc sur le dessin que j'avais, il n'y avait pas l'écran, alors que là sur la doc du AccuTmat D, quand il aura fait la mise au point, on va voir dans l'angle en bas, on va voir qu'ils ont dessiné l'écran. Voilà, fait la mise au point, voilà. Ils ont dessiné l'écran. Voilà. Donc il est possible que les AccuTmat première version, donc pas les AccuTmat D, mais les AccuTmat tout court, n'aient pas de cran. Voilà. J'ai fait un appel à la communauté de dire « Hey les gars, dites-nous s'il y a eu des AccuTmat avec cran ou sans cran ». Alors j'essaye de montrer un bazar sans bousiller ma doc. Et on a là les dessins sur les différentes versions du mode d'emploi. Donc le rayé à stigmomètre existe, mais sur le dessin, il a d'écran. Voilà, il y a d'écran sur le pourtour. Et voilà, donc vous avez les références qui sont là. Alors c'est des papiers différents, donc parce qu'il y a eu un addendum, voilà. Et donc vous recherchez, et donc ça c'est les AccuTmat D. Donc c'est le 42215, 42213, 42210 et 42217. Voilà, et sur le dessin, ils ont tous d'écran. Voilà. Bon, on continue. Alors bon, par contre, vous avez des boîtiers qui étaient livrés avec des AccuTmat, comme le 501CM ou le 503 CW. Donc ceux-là, quand vous les achetez, normalement, ils étaient livrés avec un AccuTmat. Les derniers boîtiers étaient livrés avec des AccuTmat. Les boîtiers de la série 200 sont livrés avec, du moins le 203 et le 205, peut-être aussi le 202, le 201, je ne sais pas, étaient livrés avec des AccuTmat spécifiques pour eux. Donc c'était la colonne de droite,
parce qu'il y a des ronds, c'était ceux avec les ronds en pointillés, qui étaient, parce que c'est les diamètres de mesure du posemètre. Voilà. Donc le gros rond c'est pour le 203 et le petit rond c'est pour le 205 spot. Donc en verre de visée, c'est pour moi je préfère la visée Rolleiflex, la visée Hasselblad. Bon, il y a du boulot pour réussir à obtenir quelque chose de correct. Une autre optique qui moi j'aime bien en 6.6, c'est le 182.8. Donc on va faire un petit comparaison 182.8. Donc il n'y a pas de 182.8 naturel chez Hasselblad, mais j'ai trouvé sur eBay un artisan qui modifie des 182.8 de Pentacon en monture Hasselblad. Les objectifs, donc, mais c'est une modification lourde, c'est-à-dire que c'est pas une bague d'adaptation. Le mec, il a démonté des pièces, il a certainement percé, fraisé pour monter la monture Hasselblad et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui a, enfin, je pourrais le faire par rapport au tissu industriel dans lequel je vis, mais je préfère le trouver tout fait et pas me casser la nénette à faire ce genre de modification moi-même. Voilà. Donc, et le 182.8 en 6.6, ça marche pas mal. Hein. C'est un bel angle de champ, ça va bien avec le carré, il y a une bonne osmose entre les deux, et ainsi de suite. Et le 182.8, notamment chez Rolleiflex, donc c'est un objectif Schneider, que l'on trouve assez facilement parce que ça a été, j'allais dire un best-seller, mais c'est, voilà quoi, 182.8, pour en trouver un, je veux dire, en permanence sur eBay, il y en a 2, 3, 4 en vente en permanence. Et ça a été, alors à la différence du Variogon, ça a été quand même bien vendu et c'est une optique qui marche bien. Bon, par contre, c'est une optique lourde. C'est là où on est content d'avoir la poignée. Hein, voilà. Alors, je ne vous ai pas sorti les pare-soleils respectifs. Bon, le pare-soleil du Schneider est acceptable. Le pare-soleil alors, c'est un Zeiss aus Jena, hein, c'est allemand. Hein. Donc là, c'est marqué Sonar Karl Zeiss Jena DDR, hein, Deutsche Demokratische Republik. Voilà. Et voilà, donc, je ne sais pas comment vous présenter ça. Point de vue cadrage, on va rien voir, hein, en fait. Si, on va voir la croisée de ma fenêtre, si je réussis à la cadrer, voilà. Voilà, si je fais la mise au point dessus, bon, ça grossit et tout ça. Il y a une visée quand même qui est très très lumineuse. On réussit à faire la mise au point, la netteté vous saute à la gueule. C'est vraiment agréable. Et bon, sur le Hasselblad, on a une visée aussi tout pareil. Tout. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que là, du coup, le diaphragme est manuel. Hein. Si je tourne la bague, normalement, oui, le diaphragme se referme. Oui. Voilà, si je tourne la bague, le diaphragme se referme. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Le stigmomètre, c'est le truc qui passe, la demi-lune qui passe en noir au milieu, des choses comme ça. Au milieu du dépoli. Voilà. Et la visée est tout aussi claire, tout aussi la netteté et la mise au point vous saute à la gueule tout aussi facilement. Voilà quoi, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin voilà, donc donc cet objectif-là, on va pouvoir l'utiliser. Alors cet objectif-là, bien sûr, dans la monture ad hoc, on va le trouver sur le Pentacon 6 et,
donc utilisable sur le Pentagon 6, sur les Arax, sur les Kiev 88CM et choses comme ça qui sont en monture Pentagon 6. Voilà. Et le Kiev 6, 6C, 90 et ainsi de suite. Donc, et ça peut être un critère de choix. Personnellement, moi, c'est le fait qu'il y a un 182.8, c'est la deuxième chose qui m'a fait pencher chez Rolleiflex, c'est le fait qu'il y a un 182.8. Voilà. Parce que c'est vraiment un truc qui, pour le portrait, donne. Alors, pendant que je discute, les images vont défiler, parce que ça, je sais que j'en ai en stock dans l'ordinateur. Et c'est fait avec cet objectif-là et ce boîtier-là, pour la série du Jardin du Luxembourg. Pour la série j'ai beaucoup de retard dans le scan des négatifs qui viennent du Rolleiflex. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, je n'en ai pas forcément beaucoup à vous montrer. Et puis surtout, c'est que la série que j'ai faite au Père-Lachaise, j'ai fait un test de développement pour essayer d'avoir du contraste, des trucs comme ça, d'avoir une espèce de rendu un peu bizarre. Je suis très content du résultat. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Enfin voilà. Donc voilà qui va conclure cette vidéo 5 finalement, qui du coup ne sera pas A, parce que je vois pas trop comment faire une B, parce que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est une vidéo digne de l'UPR et de Célineau en longueur. J'espère autrement aussi digne en intérêt. Et donc, cela va conclure ce match. Alors, entre Hasselblad et Rolleiflex, bon, moi je vous ai expliqué que je voulais des objectifs complémentaires chez Hasselblad, donc les deux systèmes ne sont pas en concurrence, puisque les objectifs que j'ai choisis pour Hasselblad sont complémentaires de ceux de Rolleiflex, et donc ne les remplacent pas, à part les deux seuls exemples que j'ai trouvés. Les objectifs identiques sont genre 82.8 planar et ainsi de suite, sonar 150 F4 ou F4.5, je ne sais plus. Enfin, tous les objectifs identiques sont identiques. Voilà. Alors effectivement, les Hasselblad sont fabriqués chez Zeiss, alors que les Rolleiflex étaient fabriqués chez Rolleiflex sous licence Zeiss, mais il n'y a pas de différence. Le traitement T étoile versus le traitement HFT de chez Rolleiflex, au dire même de chez Zeiss, est équivalent et de même qualité. Voilà. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on ne verra pas la différence entre une photo faite par un Hasselblad et une photo faite par un Rolleiflex pour les objectifs qui sont identiques, qui sont les mêmes. Point de vue ergonomie, sympathie de l'objet, tactile, ressenti, feeling, patin coup fin. Alors moi personnellement, c'est pas quelque chose auquel j'attache de l'importance, mais c'est vrai que l'ergonomie du boîtier sans moteur est agréable. Voilà. On l'a bien en main, avec une position naturelle. La main droite fait la mise au point, fait l'avance, alors que la main gauche va déclencher. Si vous avez un boîtier à obturateur focal, vous allez changer votre vitesse avec le pouce et ainsi de suite. Ce sont des boîtiers qui sont agréables à utiliser. Voilà. Le Rolleiflex est aussi agréable à utiliser. On peut le tenir façon Hasselblad, il n'y a pas de souci, mais la poignée est un plus, et du coup on revient à une prise en main plus naturelle, je tiens l'appareil de la main droite et puis je fais mes réglages de la main gauche. Voilà. Je ne pense pas que cela va être l'Hasselblad ou le Rolleiflex, ça ne va pas être forcément... alors pendant que je dis ça, je m'aperçois que j'ai oublié de dire un truc. Mais il faudrait que j'aille chercher un objectif obturateur central. Là, je reviens.
je reviens, je pars pas loin. Voilà, on va faire ça. Parce qu'on n'a pas vu les différences de bruit. Alors, tac, oui, tac, comme ça. Donc, hop, hop, hop. Donc, on a un boîtier avec un obturateur central. On va prendre un obturateur central de taille équivalente. Donc, 50-50. Voilà. Hop. Voilà. Zoup. On met sur on. Voilà. On va se mettre en multi-exposition. Là, on va se mettre tac, hop, on. On enlève ça. Donc, alors on va faire attention que la table ne fasse pas de réverbération. Un point de vue bruit, le relais flex. Voilà, l'Hazelblad. Alors, l'Hazelblad qui déclenche pas. Pourquoi il déclenche pas ce con-là? Ah. À tous les coups, j'ai un souci avec le dos. J'ai rechargé la queue, donc. Voilà, parce que je me suis aperçu. Ah, voilà, c'est ça. J'ai un souci avec le dos. C'est pas grave. Alors, on va prendre ce dos-là. Tac. 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 Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est Hazelblad. Relais flex. Il kiffe, quoi. Le relais flex en mode chargement, il fait le même bruit, voilà. Voilà. Bon. Je dirais que l'Hazelblad fait quand même plus de bruit. Mais non, c'est pas ça. Et si on prend le... Ouais, on va faire ça. Hop. Oui. Toujours faire attention au bruit que ça fait. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand j'ai des stagiaires. Je leur apprends, quand j'avais des stagiaires, dans le laboratoire, je les apprenais à écouter. Je dis, écoute la machine. Écoute la machine. Alors on se posait, on écoutait, voilà. Et je leur faisais reconnaître le bruit de chaque pompe, chaque moteur, et ainsi de suite. Et parce que quand il y a un souci de quelque chose, un souci mécanique ou un truc comme ça, tout d'un coup on rentre dans la pièce où on manipule le truc et tout d'un coup ça n'a pas le bruit normal, ça n'a pas le bruit habituel. On sait bien qu'il n'y a pas le bruit habituel, mais si on n'a pas écouté les bruits avant, on ne sait pas les reconnaître. Voilà. Donc là, je vais me mettre en mode C, hein, donc on est au 15e de seconde, et là, donc eh bien, je crois que ça va s'arrêter là parce que... Ah oui, d'accord, non. Bon. Je suis pas sûr de pouvoir le refaire péter une deuxième fois parce que il y a quelque chose qui va pas là. Ah, c'est peut-être la batterie qui est naze, je sais pas. En mode C. Ou c'est le boîtier qui s'est bloqué. Ah. Alors, toujours réarmer avant du live. Hein. Hop. Voilà, une seconde, c'est bon. Non, c'est bon. Alors pourquoi est-ce qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il a bugué? Alors, je me demande si c'est tellement intelligent de refaire le test, mais bon.
se mettre sur un temps de pause long. Il referme. Il va de soi que la minuterie électronique, si je mets une seconde de temps de pause ou un truc comme ça, on ne l'entendra pas, et ainsi de suite. Bon, enfin bref. Voilà. Donc ceci va conclure cette vidéo T005, Rolleiflex versus Hasselblad. Donc entre Rolleiflex et Hasselblad, personnellement je préfère mes Rolleiflex à l'usage. Les Hasselblad sont plus beaux, ça brille, les chromés, moi personnellement je trouve que les Hasselblad chromés c'est très joli. Bon hélas, pour le 203, j'ai pris un noir parce qu'il était moins cher. Mais à l'usage, Rolleiflex, c'est vraiment bien, même malgré le souci des accus qu'il faut, enfin le souci, voilà, les accus qu'il faut maintenir en état et de fonctionnement et s'en servir. L'un comme l'autre sont des appareils photo professionnels, donc ce sont des appareils photo qui sont faits pour tourner. Voilà, laisser des appareils dans un placard pendant un an et s'en servir uniquement aux vacances, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Enfin voilà. Bon, j'ai plus grand chose à dire. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.